Bonjour. Bonjour Marc. Bonjour, bienvenue au Brand Leaders. Je suis là avec Rodolphe Roux, qui est aujourd'hui consultant, coach, je veux dire, et ex-directeur marketing groupe de Pierre Vacances. On va parler de ça tout à l'heure. Selon mes informations, vous étiez pionnier de web et vous avez créé votre propre agence assez jeune. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cette histoire ? L'idée c'était très prétentieux puisque l'idée c'était de créer une agence qui permettait de régénérer les marques en 97. Oui. Donc la transformation digitale n'existait pas encore, mais j'étais déjà dans cette logique-là de créer et d'imaginer qu'on pouvait repenser les marques différemment. Et à cette époque-là, vous avez parlé de 97. Est-ce que c'était plus difficile de convaincre les marques de faire les choses digitales, de créer leur site web, etc.? Paradoxalement, je pense que c'était beaucoup plus facile. Les marques en fait découvraient le web et se disaient tiens, c'est les premiers mails, on avait encore des mails AOL. Mon premier client c'était Caramel, je ne sais pas si ça vous parle Marc. C'était une entreprise française qui s'était créée, qui permettait de créer des mails gratuits, le Hotmail français. Et c'est vrai qu'à l'époque, les entreprises disaient il faut notre site internet et donc commercialement, c'était très facile de rentrer chez les clients. Après, faire vivre le site, expliquer comment on pouvait le développer, ça, c'était toute une autre histoire. D'accord. Une des questions un peu fun que je pose à nos invités, c'est quoi votre cauchemar, votre pire expérience que vous ne voulez pas revivre? C'était quoi pour vous? C'est une question difficile parce que, en fait, quand on est dans le digital et qu'on a cet état d'esprit, on se nourrit des succès, mais on se nourrit aussi beaucoup des échecs. Souvent, ce que je dis, c'est l'échec est une forme de succès. Oui. Et tous les entrepreneurs qui ont vécu l'émergence du digital, qui ont réussi, qui ont vendu leurs entreprises ou qui ont aujourd'hui des entreprises qui ont pignon sur rue et qui se développent, on est tous passés par des moments de solitude, par des moments d'échecs profonds. On a tous failli basculer à un moment donné. Et en fait, c'est pour ça que c'est une question pour moi qui n'a pas de grand intérêt parce que en fait, l'échec pour moi c'est vraiment un succès et à chaque fois que j'ai eu des échecs, on a rebondi. D'accord, très bien, très bonne réponse. Et pour être plus positif dans mes questions, le moment dont vous êtes plus fier, le meilleur moment que vous avez vécu? J'ai plein de fierté professionnelle et ça c'est assumé notamment dans les équipes, dans les gens qui ont progressé grâce au digital. Après, le moment où en effet il y a eu un vrai succès, c'est quand j'étais dans le groupe SEB, où un jour, Oprah Winfrey, qui est une star internationale, sans finalement qu'on ait trop rien fait, a fait un tweet en expliquant qu'un produit du groupe SEB, qui était l'Actifrail, avait changé sa vie et qu'elle n'avait pas été payée pour le faire. Et c'est vrai que quand vous êtes patron du digital, même si vous n'y êtes pas pour grand-chose, que d'un coup vous retrouvez dans un buzz mondial de 4 milliards, 4 milliards de personnes ont été touchées en un mois, on a arrêté de compter après. C'est le plus gros buzz mondial qui a jamais eu lieu. Non, c'est un moment légendaire en fait. On était pour quelque chose ou pas, j'arrête pas de dire qu'on n'y était pas pour grand chose parce que c'est elle qui a fait le tweet. Ouais. Mais finalement et paradoxalement, plus on dit, vous savez qu'on n'est pas responsable, plus les gens pensent que vous êtes responsable. D'accord. On va parler maintenant de brand strategy. Et vous avez travaillé chez Pierre Vacances, comme j'ai dit. C'était quoi le défi digital? C'était attirer les clients ou faire vivre l'expérience numérique pour les clients? Alors, le monde du tourisme, c'est souvent je le dis, c'est la réalité augmentée du digital. C'est-à-dire que vous êtes dans un secteur d'activité qui est impacté à peu près sur tous les sujets du digital. Le digital, aujourd'hui, c'est beaucoup de choses. C'est l'acquisition client, c'est le développement du e-business, c'est les réseaux sociaux, c'est les plateformes d'intermédiation du business, c'est les nouveaux acteurs qui se créent. Airbnb est la première chaîne aujourd'hui hôtelière mondiale en termes de location, mais aussi en termes de valorisation. Et donc les défis d'une marque comme Pierre Vacances, qui est une marque à la fois statutaire, mais en même temps qui a besoin de se régénérer, vous voyez, on en est toujours là finalement, oui. Eh bien c'était de redonner de la modernité, de recréer de l'attractivité vis-à-vis de ses clients ou ses prospects, et puis en effet d'avoir un service client irréprochable pour que la fidélisation, pour que les clients soient tellement satisfaits qu'ils en parlent, et que ça crée en fait ce buzz très positif qui est la relation client positive et qui permet de redynamiser complètement une entreprise de l'intérieur. D'accord, donc il faut bien comprendre la marque avant de... Bien comprendre la marque, bien comprendre les clients, ce qu'ils veulent. Oui. Et souvent être capable d'imaginer ce qu'ils ont même pas, ce qu'ils ne pensent même pas réaliser. C'est-à-dire oui. Que quand vous êtes en vacances, qu'est-ce que vous avez envie? Être en vacances. Et donc quand on est une marque du tourisme, quelle qu'elle soit, que ce soit Pierre et Vacances, Center Parcs, puisque dans le groupe Pierre et Vacances, oui. Il y avait aussi Center Parcs,
Tout l'enjeu, c'était d'imaginer des choses, des surprises au quotidien pour nos clients, 7,5 millions de clients, et de le faire savoir. Oui, mais les clients sont très différents parce que j'ai évoqué déjà avec un autre interview cette espèce, les millennials, ces jeunes consommateurs, qui, j'ai l'impression, demandent quelque chose de différent de leurs vacances et surtout de leurs hôtels. Vous avez évoqué Airbnb. Comment vous avez touché ces gens-là? Et lutter contre Airbnb, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce qu'il y a une inertie telle que Airbnb est un acteur incontournable et va continuer à le devenir. Un peu comme Uber, une fois que vous avez pris un taxi Uber, vous prenez plus un taxi normal parce que d'abord on vous ouvre la porte, vous avez une bouteille d'eau, les gens sont sympas, ça sent pas la cigarette. C'est Airbnb, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à aller chez Airbnb et étonnamment, je pense que les acteurs comme Pierre et Vacances sont touchés, mais moins que les grands hôtels. Quand vous parlez à Paris auprès des directeurs de 5-6 étoiles, des grands 5 étoiles, des grands palaces, ils vous expliquent en effet qu'Airbnb leur fait beaucoup de mal parce que ça devient... C'est pas pour le prix, mais vous voyez, ça devient trendy. Je suis chinois, russe, japonais, américain. J'ai l'occasion de louer un 200 mètres carrés ou un 150 mètres carrés ou un 100 mètres carrés chez un Parisien. Vous voyez, il y a un côté un peu French touch, etc. Et c'est pas une question de prix, c'est plus une question de service. Donc ça, c'était pour commencer la réponse à votre question. Par contre, ce qu'on a fait chez Pierre et Vacances et chez Center Parcs, c'est que je pense que ce qu'il faut faire, c'est créer une identité. Être capable en effet de montrer que quand on a une marque qui a déjà un statut, qu'on peut la faire évoluer et qu'on peut lui créer un peu d'abrasivité, vous voyez, quelque chose un peu abrasif. Ah oui, c'est Pierre et Vacances qui l'a fait. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le coaching pour les marques. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites pour les marques aujourd'hui? Alors, il y a un sujet qui est le sujet un peu central des grandes entreprises, des grands groupes, c'est la transformation digitale avec les nouveaux enjeux des clients, des nouveaux usages, des nouveaux services. J'accompagne des marques, des directeurs marketing, des startups qui en fait ont besoin d'un accompagnement qui peut paraître parfois qui peut être assez informel ou parfois très formalisé pour essayer d'imaginer de nouveaux services, des nouvelles approches, pour rencontrer des nouvelles startups qui vont venir les nourrir, pourquoi pas pour créer des pools de startups à l'intérieur de leurs écosystèmes. Et c'est hyper vertueux puisque en effet vous faites rencontrer des entrepreneurs, des intrapreneurs. C'est un peu le sens de mon histoire, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie et ça fonctionne très 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 bien. Quand vous arrivez chez un client pour faire le coaching, pour les aider dans ce monde digital, qu'est-ce que c'est leur attitude typique? Est-ce qu'ils ont une posture que vous tombez toujours sur le même cas d'école? Pour les grandes entreprises, la transformation numérique, voilà, c'est comment on va y arriver. Souvent la vision est assez claire. Mais comment, opérationnellement parlant, on va faire transformer des entreprises, souvent avec des milliers et des milliers de personnes, là c'est une autre histoire. Alors la première chose que je dis, la peur n'évite pas le danger. Et donc en effet, on peut avoir des craintes, mais si on ne fait rien, ça va finir par arriver. Ça c'est la première posture. Et la deuxième attitude, là c'est le côté plus des startups. Si elles veulent se connecter aux grandes entreprises, elles doivent en effet avoir un peu plus d'humilité, des partis pris tranchés, oui, des attitudes avec des fortes convictions, oui, mais aussi de l'humilité parce que la transformation d'entreprise, elle ne se fait pas de la même manière quand vous êtes une boîte de 10 personnes que quand vous êtes en effet une boîte de 10, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes. Et il y a des boîtes de 500 000 personnes qui ont des enjeux dans le cas de transformation numérique qui sont colossaux. D'accord. Vous avez dit plusieurs fois que vous êtes entrepreneur. Donc c'est quoi un entrepreneur? Alors, il y a Attali qui a écrit un bouquin sur l'évolution dans le travail, comment on va travailler demain. Et beaucoup de sociologues et d'analystes dans les ressources humaines expriment que finalement, demain, on sera tous soit des auto-entrepreneurs, des intrapreneurs ou des entrepreneurs. Un intrapreneur, c'est un cadre dans une grande entreprise qui, contrairement peut-être à ce qu'on peut penser, a finalement le même challenge qu'un entrepreneur, convaincre. Quand on est dans une direction marketing, les directions marketing aujourd'hui sont très exposées, sont centrales et à la fois elles sont au centre de toutes les interrogations dans les grands groupes. Directeur marketing, c'est quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui dans son organisation, dans les organisations, est obligé en effet d'aller voir ses pairs, convaincre en interne son directeur général, son directeur commercial souvent, parce que les organisations sont ainsi faites. Et pour pouvoir convaincre, il faut véritablement, en effet, penser que c'est son entreprise, parce que ça demande une conviction physique et intellectuelle
qui doit être sans faille. Et une sorte de prise de risque aussi. Prise de risque, audace, sourire, empathie, innovation aussi, de l'innovation. Ouais. Je pense que ça, c'est des valeurs, ou en tout cas, c'est des choses qu'il faut complètement avoir en soi quand on veut être un bon directeur marketing. Ouais. Est-ce que c'est plus facile on a parlé tout à l'heure de convaincre les gens de progresser, soit dans le digital. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, avec toutes ces plateformes disponibles, de convaincre les gens justement de prendre le risque de faire quelque chose de différent? Ou est-ce que c'est moins facile aujourd'hui? Je pense que c'est beaucoup moins facile en ce moment, parce que en effet, on voit bien que quand on shift, il y a des mots comme ça un peu clés, quand on shift nos actions, les retours sur investissement ne sont pas tout de suite visibles. C'est sûr. Et ce qui fonctionnait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans fonctionne moins bien. Les entreprises qui sont en train de vivre cette transformation, du coup, elles ont souvent cette tendance à shifter assez vite. Et en fait, on voit bien qu'elles vont soit trop vite, soit pas assez vite. Et là, l'enjeu, c'est de trouver le bon cadencement à la bonne vitesse. Et la réalité aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de gens dans le digital lancent des nouvelles initiatives, des nouveaux projets. Les Chief Digital Officers se développent dans tous les grands groupes. Et donc, il y a énormément de choses qui se font, mais qui ont moins de visibilité et moins de performance, en effet, que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. Et donc, ça crée des craintes dans les organisations. Et donc, il faut pouvoir lever ces craintes, expliquer, réexpliquer. Et donc, je pense qu'en ce moment, c'est très difficile de transformer une entreprise. Est-ce qu'ils ont, j'ai l'impression que chez les clients, ils ont tendance de chasser les tendances, c'est-à-dire vous avez mentionné Periscope et d'autres gadgets comme ça. J'ai l'impression que chaque fois une nouvelle plateforme sort, le client va dire « Ah, je vais utiliser ça ». C'est un peu bizarre. C'est que les marques vont devoir choisir en effet ce qui est une tendance ou ce qui est vraiment un usage de fond qui va se développer. Alors, puisqu'on parlait du broadcasting en reel, je pense que le broadcasting en reel va vraiment être, c'est plus qu'une tendance, c'est un usage profond et qui va avoir des répercussions pour les marques et pour l'écosystème du marketing assez fortes. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est que Meerkat, Periscope, Teaser qui arrivent sur les marchés, c'est la possibilité pour tous nos clients, pour toutes les personnes, de filmer en live un match de foot dans un stade, donc d'avoir 80 000 télés. Finalement, 80 000 écrans différents. Et c'est plus TF1 ou les grands médias qui vont vendre cet espace publicitaire. C'est aussi dans les réseaux de distribution la possibilité pour les clients de pouvoir interroger en live des acteurs d'une marque, qu'elle soit de cornflakes, d'alcool, en disant est-ce que je vais choisir tel produit ou tel autre. Et pour les entreprises, du coup, ce type de relation, c'est qui répond? C'est le commercial, c'est le marketing qui doit donner les réponses au client, qui va poser ces questions-là. C'est un vrai enjeu. Le 3e enjeu derrière le client, c'est aussi de se filmer dans des situations, par exemple dans le domaine du tourisme, et de pouvoir saisir plein d'informations qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Et ça, c'est le broadcasting reel, ça va changer, je pense, énormément de choses dans les usages. C'est le 2e step de ce qu'on a appelé l'UGC, hein, le User Generated Content, et la capacité des clients, finalement, à devenir un vrai média. Ça fait des années qu'on dit que les jeunes... on disait les jeunes, il y a quelques années, au tout début, on parlait de l'individu média. Ben là, c'est une réalité. Ça va devenir un vrai support et des vrais médias d'information. Et où on va aller, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai sujet d'avenir, quoi. Et c'est génial, on va découvrir tout ça, quoi. Bon, on a évoqué votre côté un peu entrepreneur, que je trouve très intéressant. Est-ce que vous avez un avis pour un jeune qui est en train de regarder cette émission et qui veut se lancer, qui bosse pour une société maintenant et qui veut se lancer et bosser pour eux-mêmes? Alors, moi, un jour, on m'a posé la question quelle était pour vous l'attitude ou la manière de fonctionner qui était référente. J'aime bien les animaux et je dis le monde dans lequel on vit, pour moi, c'est un monde où il faut être un mix entre un caméléon, c'est-à-dire capable de s'adapter à plein de configurations différentes. Une fourmi, parce que la fourmi, elle est super organisée, elle est très sociale, donc il faut s'ouvrir au monde et être capable de travailler avec de nombreuses personnes. Et puis un aigle, parce qu'un aigle, c'est à la fois la capacité d'avoir une vue, on va dire, assez large, et en même temps la capacité à foncer sur un sujet, aller attraper cette souris que l'on a envie de manger, la manger, et puis repartir en effet dans une aventure. Donc si je devais donner ce conseil, soyez ces 3 animaux-là en même temps, et vous allez réussir. D'accord, c'est génial.
Et on va parler aussi maintenant de brand content. Tout le monde parle de brand content. On n'est pas certain ce que c'est. Ça dépend des circonstances. Mais pour vous, c'est quoi le brand content? Alors, donc le brand content, pour moi, c'est ce qui va plaire aux clients. C'est-à-dire que on le voit bien quand on est une grande marque, un grand groupe. Jusqu'à présent, le marketing était assez canalisé. C'était assez simple finalement. Les marketeurs développaient des bons produits ou des produits qui répondaient à des attentes de clients, qui étaient souvent fixés d'une certaine manière. Et puis on communiquait dessus, on faisait de la télé, de l'affichage. Les consommateurs, s'ils aimaient ce produit, ben, ils l'achetaient. Oui. Ce monde-là, il est en train d'exploser. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est de plus en plus difficile de capter ce que veut le client. Donc déjà, les fondamentaux du marketing sont en train de changer. Oui. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les plans médias, la manière dont on achète l'espace de communication, tout ça, c'est en train d'exploser. Oui, trop de plateformes. Ben, l'audience des grandes chaînes s'effrite. Les gens sont de plus en plus sur Internet. Les nouvelles plateformes vidéo, Netflix, le replay changent complètement les usages. On peut imaginer demain que le broadcasting reel, les nouvelles applis type Teaser, Meerkat et Periscope vont complètement aussi faire évoluer finalement cet usage du brand content et donc, ou du content tout court. Et donc, quand on voit un petit peu dans l'environnement dans lequel on est, la seule manière dont les marques finalement vont avoir de se rapprocher, de rester connectés à leurs clients, ça va être d'imaginer des contenus, qu'ils soient photos, vidéos, textes, qui vont essayer de répondre à la volée, on va dire dans des flux continus, aux évolutions de leurs clients, prospects, d'aujourd'hui, de demain et du futur. Mais à ce moment-là, il faut avoir une équipe interne, un peu comme une sorte de newsroom qui peut réagir à tous les différents topics. Complètement. Il faut avoir une équipe plus réduite, plus mobile, plus experte et qui en effet est capable de s'adapter en permanence. C'est ce fameux caméléon. Oui, absolument. C'est majeur. Est-ce que vous préférez finalement bosser pour vous-même ou bosser dans une société? En fait, pour être tout à fait honnête, on travaille toujours un peu pour soi-même. Moi, surtout, ce que je veux, c'est être heureux. Alors, c'est peut-être une quête qui est une quête très large. Et ce qui me rend heureux, c'est d'arriver dans les entreprises et de sentir comme si c'était mon entreprise. Et souvent, c'est vrai que quand on est entrepreneur ou intrapreneur, ce sentiment-là, il n'est pas partagé par tout le monde. Moi, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que quand je suis allé chez Seb, c'était mon entreprise. Je me suis pas posé la question de dire c'est pas l'entreprise de monsieur ou d'une famille ou autre. Quand je suis allé chez Pierre et Vacances, c'était mon entreprise. Et dans les dîners, on n'attaquait pas mon entreprise, par exemple. Bon, vous avez une anecdote un peu rigolo à nous raconter, je crois. Quand il y a eu le fameux tweet d'Oprah Winfrey, dont tout le monde a parlé, et reparlé, on en parle encore, et vous m'en avez encore parlé. Je trouve qu'il y a eu des buzz qu'on aurait pu faire chez Seb qui auraient mérité 10 fois plus de tweets et de visibilité que celle d'Oprah, puisque j'ai offert à Céline Dion un Cookéo, qui est un autocuiseur, c'était complètement improbable. J'ai offert une raclette party à Justin Timberlake, personne n'en a parlé. Et donc, vous voyez, finalement, c'est un tweet avec un succès et beaucoup d'opérations qui n'ont pas fonctionné comme ça, alors qu'elles méritaient sans aucun doute de beaucoup plus de visibilité. Et donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut juste se laisser faire, être vrai, se concentrer sur des choses simples. Et parfois, le digital, on n'est pas à l'abri que ça marche. Super. C'est fini, merci beaucoup. Merci.